Je commencerai par une petite partie très rapide de rappel historique pour resituer globalement le problème des migrations de travail. Et ensuite, j'aborderai les aspects spécifiques à la région du Burkina dont est originaire Antoine et où j'ai l'occasion de travailler fréquemment et qui a quand même le mérite d'être représentative d'un très grand nombre de situations sahéliennes. Donc même s'il y a une spécificité liée au plateau Mossi, on peut dire que beaucoup des considérations qui seront évoquées sont valables pour l'ensemble des pays sahéliens, francophones et probablement les autres, bien que je les connaisse mal. Donc rapidement, quelques mots pour resituer la question des migrations de travail. Les migrations de travail, c'est au départ des migrations forcées. C'est pour les besoins en main-d'œuvre permanente et temporaire des exploitations agricoles d'abord et ensuite industrielles. Donc c'est intimement lié à l'histoire de l'esclavage, sur laquelle je ne reviendrai pas, mais ça a été ensuite des migrations spontanées de gens qui vivaient dans des zones déshéritées, dont l'image en haut à droite, qui est celle du nord-est brésilien, qui a alimenté pendant des siècles, et encore maintenant, il y a des migrations de travail importantes sur l'ensemble du Brésil. Et on se trouve maintenant dans une situation où les migrations de travail dépassent largement les limites des pays des gens en question, et les migrants sahéliens, entre autres, vont migrer pour les Burkinabés en majorité en Côte d'Ivoire, au Ghana, et pour les autres, Maliens, Sénégalais, Nigériens, etc., beaucoup vers l'Europe. Et donc l'image qui apparaît en bas à droite est une image qui est représentative de beaucoup de situations, de ces situations dans lesquelles les hommes sont absents du village. Au moins une grande partie de l'année, sinon longtemps, les exploitations familiales sont en fait entre les mains des femmes, des vieillards et des enfants. Bon. Cette affaire, je vous livre ce graphique avec beaucoup de réserve, mais il faut quand même se rappeler que c'est lié essentiellement à des modifications dans les conditions de transport, et que avec l'invention du sextant, les bateaux ont pu aller jusque en Amérique, et ensuite avec l'invention de la machine à vapeur, on les a mis sur des bateaux, on a fait marcher des locomotives, ensuite le moteur diesel, ensuite les avions, etc., etc. Et donc tout ceci a entraîné une baisse relative du coût des transports qui a permis une circulation beaucoup plus abondante des biens et des marchandises. Au point où nous en sommes rendus maintenant, où les marchandises et les gens se déplacent à la vitesse du son en avion, et les idées et l'argent se déplacent à la vitesse de la lumière par Internet. Donc il y a eu une très importante et vertigineuse baisse des coûts de transport qui explique aussi beaucoup la facilité de ces migrations des marchandises et des gens. Donc ces conditions de mobilité, si vous voulez, font que ce qui constituait le minifondium colonial, qui était donc les travailleurs à proximité de la plantation ou de l'hacienda, si vous voulez, qui était la base du complexe minifondium hacienda, on peut considérer que maintenant le minifondium, qui a gardé les mêmes caractéristiques agraires et sociales, n'a plus rien à voir avec les exploitations agricoles, et il se trouve à des milliers de kilomètres de l'endroit où se trouvent les employeurs. Ce qui est le cas de cette bande sahélienne qui est évoquée ici. Voilà. Donc maintenant, je voudrais préciser quelques-uns des aspects de cette existence des zones de migration, qui sont liées à des particularités géographiques essentiellement, qui font que l'intensification agricole moderne, en particulier sous sa forme de motorisation, n'est pas possible. Et donc en fait, vous avez dans le paysage une spécialisation entre des sites qui sont favorables à une exploitation à vocation principalement commerciale
éventuellement capitalistes, et des sites qui sont des réservoirs de main-d'œuvre, qui sont représentés ici à gauche en haut par les plateaux brésiliens sur lesquels on a des exploitations mécanisées de soja, et en dessous par les vallées, où donc il est impossible de faire de la motorisation et qui sont livrés à la petite agriculture. De ce fait, on a des processus sur la longue durée qui créent des mécanismes de ségrégation qui sont extrêmement forts. Des agricultures à vocation commerciale ont la capacité de régler la main-d'œuvre dont ils ont besoin en fonction des niveaux de productivité qu'ils veulent atteindre, si vous voulez. Alors qu'au contraire, les exploitations familiales absorbent tous les excédents de main-d'œuvre qui arrivent et sont obligées de gérer l'ensemble des ressources familiales. Sur la longue durée, ça vous donne les deux graphiques que vous voyez en haut à droite et en bas à droite, c'est-à-dire dans une exploitation à vocation commerciale, sur la longue durée, vous avez une superficie par actif qui est constante, c'est-à-dire qu'on régule délibérément la quantité de travail en fonction des espaces qu'on veut travailler, et par contre avec une progression moyenne de la productivité agricole par hectare de l'ordre de 3% par an, qui est historiquement vérifiée en général, vous avez sur une période de 40 ans une augmentation considérable de la productivité et donc de la production par actif. À l'inverse, dans des exploitations marginales qui sont obligées d'absorber tout l'excédent de main-d'œuvre lié aux naissances, on a un processus de diminution progressive de la superficie par actif, les deux courbes sont confondues, et de la production par actif. Sur la longue durée, ceci se traduit par deux étapes d'exclusion. La première qui est une étape d'exclusion du marché, c'est-à-dire tout ce qu'on produit est tout juste suffisant pour assurer la survie de la famille. Et puis ensuite, vous avez une étape dans laquelle vous êtes en déficit vivrier constant et qui a donc un caractère structurel, si vous voulez. J'ai tiré ces chiffres de données algériennes et l'exemple de la colonisation algérienne fournit exactement des valeurs de cet ordre-là, si vous voulez, entre les productions des exploitations coloniales dans les vallées et les exploitations des fellahs dans les collines. Bon. Autre processus d'exclusion important sur lequel c'est important de se rafraîchir la mémoire, si vous voulez, c'est l'exclusion technologique. On sait que Gandhi avait mené des combats très forts contre les agro-industries sucrières en particulier, mais aussi textiles, pour éviter que l'essentiel de la production passe par l'intermédiaire de ces grandes industries qui sont peu pourvoyeuses d'emplois, et pour défendre des alternatives artisanales qui existaient et qui existent toujours d'ailleurs, mais qui ont donc la capacité d'absorber une quantité importante de main-d'œuvre. Et Gandhi disait à l'époque, quand je pense à ces 500 millions, et c'était dans les années 50, entre-temps la population indienne a doublé, à ces 500 millions de semi-chômeurs, pour eux, Dieu ne peut prendre que l'image de pain et de beurre. Donc il a mené ces combats de façon très violente, malheureusement sans succès. Et je voudrais rappeler quelques données de Schumacher, qui avait écrit ce bouquin « Small is Beautiful », qui est un peu tombé aux oubliettes, malheureusement, parce que je vous assure que sa relecture est vivifiante sur beaucoup d'aspects. Et Schumacher avait affirmé que pour qu'une technologie ait des chances de pouvoir diffuser dans un milieu nouveau, il fallait que le montant du capital investi par travailleur ne dépasse pas trop le montant du revenu annuel de ce travailleur. Or, on voit que dans les grandes industries, dans les grandes agro-industries,
le montant du capital investi par travailleur est considérable. Donc je voulais vous rappeler ça parce que on a généralement tendance à oublier l'importance de ce caractère des choix technologiques dans les politiques de développement. Enfin, et ça c'est des sujets qui nous sont plus familiers, c'est l'exclusion économique des exploitations partiellement marchandes par les processus néolibéraux et par les différences considérables qu'il y a d'une part entre les productivités de ces exploitations du Nord et du Sud, et deuxièmement des subventions dont elles bénéficient, dont le graphique qui est présenté ici donne quelques valeurs. Aux États-Unis, 20 800 dollars des États-Unis par travailleur agricole. Donc c'est quand même un niveau de subvention considérable, alors que dans les autres continents, Asie du Sud-Est, Afrique, etc., on est des niveaux qui sont des milliers de fois inférieurs. Et cette exclusion économique s'accompagne par les mécanismes de l'ajustement structurel, du démantèlement des offices publics, et en particulier ceux qui étaient régulateurs des prix, sur le café, sur le cacao, sur le coton, etc. Et tout ceci se traduit par un mécanisme d'exclusion des producteurs marginaux, dont on ne connaît pas encore l'importance, si vous voulez, mais qui est sûrement considérable. Alors arrivons dans notre cher Burkina, pour jeter un coup d'œil d'une part dans l'image de gauche, la carte où se situe ce qu'on appelle le plateau Mossi, et à droite un peu l'image des paysages correspondants, avec un habitat dispersé sous forme de hameaux. À l'intérieur, on va donc s'intéresser en particulier à la province du Zondoma, qui est en rouge ici, et on voit, il y a à droite un exemple d'aménagement anti-ruissellement qui se sont généralisés depuis une vingtaine d'années. Un climat de type subaride, donc dont on voit ici des évolutions sur une quarantaine d'années, qui nous montre qu'il y a une très forte variabilité interannuelle. Ce qui est représenté, c'est les écarts à la moyenne. Une très forte variabilité interannuelle et la gravité des sécheresses qui ont eu lieu dans les années 70 et 80. Et sécheresses qui ont été à l'origine justement d'un très grand nombre de projets et d'initiatives dont Antoine aura l'occasion de vous parler dans un instant. Bon, alors la démographie qui est extrêmement impressionnante. Vous voyez en haut à gauche l'évolution démographique du Burkina. Il y a 3 millions d'habitants en 1950, 12 millions maintenant. Sûrement 25 dans 25 ans et très probablement 50 en 2050, si vous voulez. Donc un doublement de la population tous les 25 ans. Tout ceci étendu en particulier au nombre d'enfants par femme en âge de procréer, qui est encore au Burkina de 7, et dont on espère, en façon des Nations Unies, on estime qu'il sera encore de 5 dans 25 ans et qu'il n'atteindra même pas 2 dans 50, si vous voulez. Bon. Et la grande majorité des pays sahéliens ont ces mêmes caractéristiques. Le Sénégal est un peu en dessous, le Niger est un peu en dessus, le Tchad est à peu près au même endroit. Donc les pays sahéliens connaissent cette croissance démographique considérable. Pour juste situer un chiffre, on a du mal à se représenter ce que ça veut dire. Si la France avait eu la même croissance démographique depuis 1950, au lieu d'être 50 millions d'habitants, 65 maintenant, nous serions 200 millions et nous serions 800 millions en 2050, c'est-à-dire l'équivalent de la Chine en 1950. On voit les difficultés qu'a représenté pour la France avec les problèmes des banlieues, le fait d'intégrer
une population qui est passée de 50 à 65 millions d'habitants, donc 15 millions d'habitants en plus, quoi, si vous voulez. Ça a représenté pour les programmes scolaires, pour la santé, pour un certain nombre de services sociaux de base, des difficultés gigantesques. Si vous avez lu ce que je souhaite, parce que c'est très intéressant, notre État qui avait été fait par Fauroux et un certain nombre de collaborateurs, le chapitre consacré à l'éducation nationale montre que depuis le baby-boom, et puis après l'immigration, l'éducation nationale, sa seule préoccupation, ça a été d'assurer la rentrée scolaire. Et ils avaient beaucoup de difficultés à assurer une régulation bien adaptée à l'accroissement de la population et au déplacement de la population des villes à la campagne. Donc vous voyez, dans des pays qui ont une croissance démographique de cet ordre-là, les problèmes liés à l'éducation et à la santé sont des problèmes gigantesques. Donc corollairement, les leçons de bonne gouvernance données par nos États ne sont pas nécessairement très convaincantes. Voilà. Alors j'ai tenu à vous montrer un peu ce que ça donne en termes de perspective, parce que je crois qu'on ne peut pas évoquer la question du développement dans ces conditions si on ne voit pas les tendances lourdes qui se dégagent de l'histoire et ce qu'on peut en projeter dans l'avenir. Donc j'ai rappelé, mais appliqué à la province du Zondoma, ce que c'est que la croissance de la population, en bleu, et en dessous, la population des troupeaux. C'est une donnée importante qu'on a tendance à passer sous silence, quoi, si vous voulez, mais le petit élevage, enfin l'élevage étant associé intimement à la vie domestique, à la campagne, vous avez une croissance des troupeaux qui suit un peu en dessous la croissance de la population. Mais c'est une croissance à 2% quand même, si vous voulez. Donc même avec les prélèvements que représentent les épizooties, l'alimentation, etc., vous avez quand même une croissance d'effectifs moyens qui est de l'ordre de 2% par an. Ce qui entraîne une pression sur les ressources fourragères qui est considérable et qu'on voit ici, qu'on peut apprécier en voyant le fait que les techniques agricoles n'ayant pas changé pendant toute cette période globalement, c'est-à-dire grosso modo un actif cultive un hectare. Vous avez une croissance régulière qui est montrée par les petits bâtons bleus de la superficie cultivée et réciproquement une réduction corrélative de la superficie en jachère. Les espaces disponibles pour la jachère n'arrêtent pas de diminuer. Et la jachère se dégrade en qualité, compte tenu du fait que le temps pour la régénération des ligneux est considérablement diminué. Et en même temps, vous avez un processus de pâturage donc qui est considérable et que je représente ici dans le graphique de droite. Le graphique de gauche montre la diminution de la jachère corrélative à l'accroissement de la densité de population, donc pour les processus que j'ai montrés antérieurement. Et nous avons donc un temps de jachère qui, historiquement, a baissé grosso modo de 15 ans à moins d'1 an, si vous voulez. Donc tout ce qui était les bases de la régénération de la fertilité des sols dans les traditions agricoles, si vous voulez, a disparu de ce fait-là. Donc il y a une nouvelle conduite des cultures qui est à inventer. Et en ce qui concerne la pression du bétail sur les jachères, vous avez donc deux processus qui se conjuguent, l'accroissement du bétail et la diminution des jachères, et donc ça vous mène à la courbe en jaune, qui est une courbe d'effectifs de bétail par hectare de jachère qui est en croissance exponentielle. Et donc ce processus est dramatique du point de vue écologique. C'est-à-dire que dès qu'il apparaît un brin d'herbe, il est bouffé. Et donc la reconstitution de la végétation est pratiquement rendue de plus en plus difficile. Vous avez donc un processus de désertification. Donc la désertification étant caractérisée par le fait qu'il y a de moins en moins de végétation, qui est liée en partie à un processus climatique, donc les grandes sécheresses,
un processus de dégradation du sol dont on va parler dans un instant, et beaucoup au fait que vous avez un mécanisme de surpâturage qui évolue de façon exponentielle et qui pour l'avenir pose des problèmes gigantesques. Voilà, donc cette dégradation des sols sur la nature desquels je n'étendrai pas, n'arrête pas de progresser. Et on voit par exemple que dans un travail qui a été fait sur la province du Zonde-Doma récemment, entre 1992 et 2002, déjà la superficie des sols dégradés, de moyennement à sévèrement dégradés, représentait, que je vous dise pas de bêtises, attendez, vous les avez là, 28, 18, 24, en 82, et en 2002, vous avez eu une augmentation de la superficie, du pourcentage des sols moyennement et très dégradés. Vous avez un processus, là aussi, de dégradation qui évolue de façon très inquiétante. Les migrations de travail, juste une façon de les aborder quantitativement, c'est la comparaison des recensements de population entre 1983 et 1998. La croissance naturelle de la population au Burkina aurait amené en 1998 un effectif qui est celui du bâton de droite, si vous voulez. Et donc la différence est liée à des migrations et de la population qui est née sur place et qui est allée s'installer ailleurs. L'insécurité vivrière, elle est chronique, elle est structurelle, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et elle se traduit par donc des rendements qui, en moyenne, sont tout juste suffisants pour assurer la sécurité vivrière de tout le monde. Et dès que dès qu'on a un épisode climatique foireux, sécheresse ou mauvaise répartition, vous avez des rendements qui sont inférieurs et vous avez donc des situations de disette qui peuvent être dramatiques. On était au Niger en 2004, si je ne me trompe pas, il y a eu beaucoup de mobilisation à ce sujet, mais c'est des épisodes qui sont relativement fréquents. Et la seule façon pour les populations à ce moment-là d'arriver à acquérir de quoi manger, c'est de vendre leur bétail. Donc vous avez une décapitalisation chronique du bétail à l'occasion des disettes. Bon. Déficit nutritionnel, c'est aussi un sujet sur lequel les gens du développement sont malheureusement insuffisamment sensibles. Les données sont pourtant très éclairantes et il y en a des enquêtes qui sont faites régulièrement et bien faites et qui montrent que par exemple, si on prend le graphique en bas à gauche, l'insuffisance pondérale en pourcent de la classe d'âge, là, a tendance à augmenter entre les deux périodes 1983 et 1998. Si vous prenez le rapport de l'UNICEF de 2007, les données de l'insuffisance pondérale dans les zones correspondantes sont extrêmement inquiétantes. Grosso modo, c'est un enfant sur 3, entre un enfant sur 3 et un enfant sur 4 qui est en insuffisance pondérale. Comme c'est lié à un régime alimentaire qui est bien entendu insuffisant en calories, mais aussi en protéines, et aussi en zone sahélienne, peu de fruits, peu de légumes, à des insuffisances en vitamines et en oligo-éléments. Vous avez des carences qui, quand elles se produisent à l'état jeune, sont pratiquement, je dis pas qu'elles sont irréversibles, mais que si elles sont graves, on sait qu'elles entraînent des déficiences neurologiques ou intellectuelles qui sont pratiquement irréversibles, si vous voulez. Donc là, vous avez une fraction de la population qui est dans une situation extrêmement menacée. Bon. Alors maintenant, on va aborder la question de la façon dont les paysanneries essayent de résister à ces processus. Et donc, il y a 3 ou 4 aspects sur lesquels je voudrais insister et qui sont heureusement porteurs d'espoir, si vous voulez.
qui sont grosso modo tous apparus après justement cet épisode de grande sécheresse des années 80 où il y a eu une forte mobilisation paysanne et une forte mobilisation des ONG et en partie de l'État pour compenser ça. Donc première chose à gauche, la photo vous montre ce qu'on appelle des diguettes, des cordons pierreux, qui sont donc des choses pour freiner le ruissellement de l'eau, hein, puisque c'est un des processus graves qui résulte de la dégradation des sols. Hein. Et il s'est fabriqué comme ça, manuellement, des milliers de kilomètres de diguettes, hein, dans l'ensemble du plateau Mossy. Hein. Et technique complémentaire, une nouvelle technique de semis, hein, issue de traditions historiques mais très localisées et qu'on appelle le zaï, hein, et qui consiste à creuser un trou, hein, et à l'enrichir avec du compost, des déchets organiques, etc. Et donc le trou a le mérite de concentrer l'eau de ruissellement et le compost d'enrichir le milieu du point de vue chimique et bactériologique, permettant une meilleure croissance des plantes. Globalement, en année sèche, l'effet du zaï par rapport à un sol qui serait cultivé normalement, ça augmente les rendements, ça les double, et en année humide, ça les triple ou ça les quadruple, si vous voulez. Donc c'est une technique qui est très appréciée. Elle a le gros inconvénient, c'est de consommer une très grosse quantité de travail, qui est de l'ordre de 300 heures de travail par hectare. Je suis sûr, faire un trou dans un sol sec comme ça, quand il fait 35 degrés dehors, c'est pas un travail c'est pas une sinécure. Bon. Autre forme de résistance paysanne, qui est une innovation spontanée, mais qui est tout à fait remarquable, c'est que dans les trous du zaï, si la nature, par inadvertance, veut bien placer une graine d'un arbre, donc originaire du milieu, si vous voulez, cette graine trouve des conditions plus favorables pour germer et donc pour installer son système racinaire. Donc, il s'agit, en plus de ça, de plantes natives, hein, et donc on se retrouve avec... ces plantes-là peuvent passer la saison sèche suivante sans arrosage, alors que tous les programmes de reforestation qui ont été faits jusque-là, hein, sont des programmes où on installe des plants, et l'année suivante, et généralement la deuxième, il faut arroser, ce qui est un travail considérable. Donc là, on a un aspect de régénération naturelle qui est tout à fait remarquable. Et vous voyez la différence entre la photo du haut et du bas, qui sont prises exactement au même endroit. Et donc vous avez une régénération. Il y a cette espèce de parc, enfin de régénération, à un peu plus de 10 ans. Là, bon, la conservation des pailles, ça aussi c'est un processus tout à fait remarquable. Historiquement, les pailles traînaient dans les champs, hein, et étaient relativement peu conservées pour le bétail, puis c'est le bétail qui allait les chercher tout seul, quoi, si vous voulez. Bon, hein. Or, entre la pression, enfin principalement du fait de la pression du bétail, les paysans ont eu tendance à récolter ces pailles et à les stocker systématiquement, quoi, si vous voulez, de façon à maintenir un niveau de ressources alimentaires nutritionnelles suffisant pour les animaux. Bon, un progrès notoire qu'on est en train d'expérimenter, c'est d'alléger le travail du zaï, hein, qui donc, je vous disais, faisait 300 heures à l'hectare, en le mécanisant. Hein. Donc on le mécanise en passant une dent de sous-soleuse, hein, en traction animale et en croisant. Hein. Donc au croisement, vous avez un ameublissement du sol qui fait que c'est beaucoup plus facile de travailler. On peut donc diminuer la quantité de travail de 300 à 80 heures par hectare, quoi, si vous voulez. À 40 heures, excusez-moi, c'est extrêmement intéressant. L'autre avantage, c'est qu'on peut le faire en traction asine, hein, grâce à des innovateurs astucieux qui ont créé un matériel spécial pour ça. Et donc, comme l'âne est l'animal le plus représenté du point de vue de la traction dans tout le plateau Mossy, puisqu'il n'y a pas suffisamment de ressources fourragères pour alimenter des bœufs, le fait de pouvoir faire ça avec des ânes est extrêmement convaincant. Là, je vous montre rapidement les effets sur le sol. Le sol
nu et le sol travaillé aux ailes, qui a donc un effet de rugosité qui permet justement d'offrir un frein au ruissellement de l'eau. Et puis voilà le résultat qu'on obtient, une culture de sorgho avec un rendement tout à fait raisonnable à un endroit qui autrement aurait été complètement nu. Donc cette alternative crée beaucoup d'espoir chez les paysans innovateurs avec qui on la met en œuvre. Alors que faire pour l'élevage? Et je vais bientôt m'arrêter. On a le graphique de gauche montre que l'essentiel des animaux sont des poules, des pintades, des moutons et des chèvres. Et il y a très peu de porcs, d'une part parce qu'il y a une prédominance de musulmans, et il y a très peu de bovins parce qu'il y a très peu de ressources fourragères. Non. Donc on a la possibilité d'améliorer les poulaillers traditionnels, et de façon à donner des conditions des ambiances de vie, d'alimentation, etc., et des soins sanitaires aux poulettes dans des conditions qui sont extrêmement rustiques et proches des conditions paysannes. La photo de droite montre un groupement de femmes sénégalaises en Casamance qui a un poulailler comme ça qu'elles utilisent pour leur groupement et qui leur donne des revenus qu'elles apprécient beaucoup pour pouvoir faire leur... Et ça donne en plus à des œufs pour l'alimentation et de la viande. On a là une technologie qui a fait ses preuves, qui existe en Afrique à l'échelon de plusieurs milliers de villages et qui offre une potentialité importante en matière de ressources alimentaires, donc des protéines, en matière de revenus, et puis en matière de fabrication de compost. Et compte tenu de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la quantité et la qualité des composts est un facteur très limitant. Autre composante possible pour l'avenir, c'est l'amélioration du maraîchage avec des technologies de goutte à goutte. J'insiste pas sur les aspects hydrologiques de la question, mais dans ces zones de climat subaride, il est essentiel de ne pas perdre une goutte d'eau. Or actuellement, il y a probablement au moins 30% de l'eau qui se perd par ruissellement, et avec les arrosages à l'arrosoir, on en perd aussi des quantités considérables. Donc la possibilité d'utiliser des technologies de goutte à goutte adaptées à des conditions paysannes sont susceptibles de valoriser le mieux l'eau au bénéfice du plus grand nombre. Dernier aspect, la gestion de l'aménagement de l'espace, puisqu'il y a donc ce processus de ruissellement qui a des effets considérables. Il faut donc pouvoir traiter, entre guillemets, aussi bien les zones amont que les zones aval. Et là, il y a aussi des expériences tout à fait intéressantes dont Antoine aura l'occasion de vous parler aussi, si vous voulez, qui mobilisent beaucoup d'ingéniosité, de capacité et de travail de la part des paysans intéressés. Voilà. Donc on se retrouve donc, en résumé, avec des processus qui sont extrêmement inquiétants, des innovations dont certaines sont déjà bien engagées, d'autres ne sont pas engagées massivement, mais on a une très grande fiabilité sur leur possibilité à être efficaces. Et ce qui est extrêmement préoccupant, à mon sens, c'est que les processus qui se dégagent qui se passent au niveau des paysans sont des processus très rapides, alors que les institutions répondent avec une lenteur qui est proprement, je mets le mot exaspérante, si vous voulez, aussi bien intentionnée soit-elle, etc. Mais on a une lenteur qui est tout à fait affligeante. Et donc là, on a de la part de notre part à nous, de la part des Burkinabés de la même façon, si vous voulez, une espèce de responsabilité citoyenne à interpeller les politiques, en particulier dans les pays du Nord,
parce que je crois que nous sommes dans une situation de non-assistance à société en danger. Voilà.